Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 153. 153, nous revenons du bois. Et elle est consacrée à un film superbe qui s'appelle Pendez-les haut et court. Mais comme d'habitude, pour commencer, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, surtout avec les variantes qui apparaissent de ce virus, qui n'est pas plus dangereux, mais qui se diffuse plus rapidement et donc risque de toucher plus de gens fragiles. Donc il n'y a pas de panique à avoir, mais il faut se protéger soi pour pouvoir protéger les autres et ne pas prendre toutes ces choses-là à la légère. Par ailleurs, exercez votre vigilance démocratique parce qu'on dit un peu tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que nous sommes des citoyens responsables, nous devrions l'être en tout cas, et pas des esclaves consentants et des choses infantilisées qui réagissent purement émotionnellement. Et puis enfin, pratiquez la proximité cinéphilique, notamment en suivant les activités de l'Odyssée. Nous avons une chaîne YouTube de l'Odyssée. Nous vous invitons à y adhérer, à vous abonner. Et plus il y a d'abonnés, plus les algorithmes nous diffusent de façon plus précise. Vous pouvez aussi consulter notre page ou nos pages Facebook et notre site cinémaodyssée.com. La suggestion cinéphile numéro 153, elle concerne donc un western, Pendez-les haut et court. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a choisi cela? Parce que c'est un très très bon western, et qu'ensuite, en cette année 2021, où tout le monde a tendance à cogner, y compris à Strasbourg, si ce n'est pas encore bien tout à fait le cas, ça risque de le devenir un peu plus, tout le monde cogne sur tout le monde, donc après tout, c'est bien d'avoir des références de western dignes de ce nom. On a parlé des 7 mercenaires, on a parlé de règlement de compte à Hockey Choral, et puis maintenant, on vous parle de Pendez-les haut et court. Alors, c'est un film qui est profondément marqué par l'empreinte de Clint Eastwood. C'est à peu près les débuts aux États-Unis en tant qu'acteur, mais aussi en tant que producteur de Clint Eastwood. Deux, trois mots sur Clint Eastwood. Il venait d'enchaîner 3 westerns, ce qu'on appelle les western spaghetti de Sergio Leone, c'est pas rien, avec notamment un western qui s'appelle Pour une poignée de dollars, un autre qui s'appelle Et pour quelques dollars de plus, et puis le génial, le formidable, Le bon, la brute et le truand. Mais c'était des films qui étaient tournés en Italie ou en Espagne, aussi en tout cas en Europe, et pas sur le continent nord-américain, et qui avaient été reçus bien par la critique, mais un peu fraîchement par le public. Et là, Clint Eastwood est de retour en 1968 aux États-Unis, et il décide d'une part de créer sa boîte de production qui s'appelle Malpazzo Production Society. Malpazzo, c'est le nom d'une petite rivière qui coule à proximité de la résidence que possède Clint Eastwood à l'époque. C'est une référence donc à la nature américaine, si vous voulez. Et il propose le scénario de Pendez-les haut et court à Sergio Leone. Mais Sergio Leone est en train de préparer la conquête de l'Ouest, et donc il décline. Il avait de très bonnes relations avec Clint Eastwood, mais il ne veut pas tourner ce film-là. Donc, évidemment, les producteurs, ou les coproducteurs, puisqu'il y a la société de Clint Eastwood, envisagent de proposer à quelques autres très bons filmmakers, notamment Sturges, John Sturges, dont on a parlé et qui avait fait Les 7 mercenaires. Et Clint Eastwood ne veut pas trop, il n'est pas très emballé par cette perspective. Il voudrait, parce qu'il ne connaît pas assez bien John Sturges, il préférerait tourner avec un réalisateur qui sera plus compatible non pas avec l'acteur, mais avec le producteur Clint Eastwood. Et c'est un copain avec qui il a travaillé, qu'il connaît
qui est surtout spécialisé dans les séries télévisées qui parlent de western, qui s'appelle Ted Post, et c'est avec lui qu'il va décider de tourner le film à partir du scénario initial qu'il avait proposé initialement donc à Sergio Leone, mais sans succès. Alors, ce western est un western qui renoue un tout petit peu avec la grande tradition du western, c'est-à-dire une histoire de cow-boy, des garçons vachés, en quelque sorte, si on traduit mot à mot. Et c'est vrai que ça renvoie, si vous préférez, si vous voulez bien, à cette problématique de la conquête d'un territoire sauvage. On fait l'impasse dans le film sur les primo-habitants, c'est-à-dire les peaux-rouges. Il n'y en a pratiquement pas, on n'en voit pas dans le film, comme d'ailleurs dans Les 7 mercenaires, et ou Règlement de compte à Hockey Coral. Et on parle au fond des relations humaines dans ce processus d'appropriation d'un territoire à partir notamment de l'élevage. Et l'élevage, c'est l'élevage de vaches, et donc ça suppose des grandes prairies, des grands pâturages, ça suppose le rapport avec la nature, et ça suppose aussi des habitudes de comportement codifiées, c'est-à-dire une loi qui réglemente un pacte de bon comportement qui réglemente les relations entre les gens. Et l'action est située en Oklahoma. Elle se situe aux alentours de 1889. À l'époque, l'Oklahoma n'est pas encore un État. L'Oklahoma, pour ceux qui connaissent Johnny Hallyday et sa chanson « Dans la vallée de l'Oklahoma », auront une référence hallydaesque, si je puis dire. Et l'Oklahoma, à l'époque, est un territoire, mais ce n'est pas encore un État, parce qu'il n'y a pas encore une organisation, une administration. Mais dans cet État, eh bien, les relations humaines, elles sont fondées sur la violence, sur une réelle brutalité des relations. Alors, avec aussi l'affirmation d'une revendication de liberté individuelle, et la liberté individuelle, c'est de pouvoir transporter les vaches du moment qu'on les a achetées ou qu'on se les ait procurées honnêtement, c'est de pouvoir les transporter dans des espaces vierges, là où on veut, et c'est la liberté de posséder une ou des armes. Bien. Et le film commence par une traversée de rivière faite par le bétail et conduite par Clint Eastwood. Il y a au moins 1000 têtes de vaches, de bœufs, que Clint Eastwood conduit à lui seul. Mais à ce moment-là, juste quand il passe sur l'autre rive de la rivière, il est rejoint par 9 individus qui le soupçonnent d'avoir tué le propriétaire précédent des vaches, ce qu'il n'a pas fait, car Clint Eastwood, on apprendra, est un ancien shérif qui a décidé de se recycler dans la nature fondamentale du cow-boy, en quelque sorte, et il décide de le pendre haut et court à un arbre, de façon totalement arbitraire, et in extremis, alors qu'il se balance au bout de la branche de cet arbre, il est sauvé par un chercheur de tête, comme on dit, c'est-à-dire un chasseur de tête qui, lui, a pour objectif de trouver les outlaws, les gens qui sont en situation d'illégalité et de non-conformité avec une loi qui est assez approximative, il faut le dire, et il est mis dans une cage, comme une fourrière en quelque sorte, et il est emporté dans la ville la plus proche où sévit un juge. Et lui, ce juge, il a pour mission, il s'est donné comme mission, en attendant que l'Oklahoma devienne un État, il s'est donné pour mission de non pas pacifier les relations humaines, mais d'organiser et de codifier les relations humaines
Et cela se fait en condamnant à mort, mais légalement, les gens qui sont soupçonnés d'avoir commis un délit ou un crime. Assez rapidement, le personnage Cooper, il s'appelle, de Clint Eastwood arrive à se blanchir auprès de ce juge, et comme il manque d'adjoints, donc il décide d'en faire un marshal au service du juge. Et Clint Eastwood va accepter cette proposition, tout en portant une balafre au cou, parce que justement, c'est la tentative de lâchage qui l'a marqué à vie, en quelque sorte. Non seulement physiquement, ça l'a marqué à vie, mais aussi sur le plan psychologique, puisque il a une haine et une colère vis-à-vis de ceux qui ont essayé de le pendre haut et court, et il accepte pour des raisons de vengeance personnelle cette responsabilité de marshal, c'est-à-dire de porter une étoile pour arrêter les gens. Bien. Et il va évidemment appliquer les consignes et les directives données par ce juge qui, à tour de bras, toutes les semaines, prononce des condamnations à mort par pendaison. Et pour le personnage de Cooper, c'est-à-dire Clint Eastwood, ce sera l'occasion de se mettre à la recherche des 9 individus qui ont essayé de le lyncher. Il exercera son pardon pour certains qui étaient plus hésitants dans la tentative de lynchage de Cooper, mais il réserve sa haine et sa colère et son désir profond et inextinguible de vengeance à ceux qui ont été les plus mauvais et qui sont incarnés par une pléthore d'acteurs de deuxième rôle dont le cinéma américain a le secret et qui ont ce qu'on appelle des gueules, n'est-ce pas, qui occupent de façon extraordinaire l'écran de ce western, pendelé haut et court. Et bien donc, en même temps, je ne vais pas vous raconter la fin de l'histoire, mais il va croiser, évidemment, il va finir par retrouver tous ces individus dont il veut se venger, mais son parcours va aussi croiser le parcours d'une jeune veuve blonde, incarnée par une actrice qui s'appelle Inger Stevens, qui est une Suédoise, qui a émigré de Suède et qui est venue aux États-Unis, qui a joué au théâtre, qui a joué aussi dans plusieurs films, et pour laquelle c'est vraiment le premier rôle féminin principal, et qui d'ailleurs va avoir une petite liaison amoureuse avec Clint Eastwood durant le tournage de ce film, qui sort donc, je le répète, en 1969, et puis elle est disponible pour tourner encore d'autres films, mais il n'y a pas de propositions qui la satisfont, et en 1970, probablement c'est à la mi-fin de ses jours, eh ben on va découvrir le corps sans vie de cette actrice, Inger Stevens, avec des barbituriques et puis de l'alcool. Donc c'est très probablement la malheureuse à la mi-fin à ses jours. Et elle aussi, le personnage d'Inger Stevens, est une dame qui cherche à venger son mari tué de façon arbitraire par des gangsters. Et elle, chaque fois qu'une fourrière pleine de prisonniers potentiellement destinés à la potence du juge arrive dans cette ville, eh bien, où se trouve le juge, eh bien, elle regarde pour voir si elle reconnaît les 2 gangsters qui ont tué son mari et qui l'ont violée. Bien. Alors, et bon, c'est inévitable, une idylle va naître entre ces 2 personnages. Il y aura des scènes très mignonne, dirons-nous, où Cooper, qui est blessé, va avoir une crise de frisson et même un malaise, et puis elle va se blottir contre lui pour le réchauffer. Donc vous voyez qu'il y a toute la panoplie qui est capable aussi de fixer, de fidéliser l'attention du spectateur par rapport à ce western. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce western
Il inaugure la carrière américaine de Clint Eastwood. Un peu après, en 1973, il jouera la série des films L'inspecteur Harry, qui est l'histoire d'un flic qui ne lésine pas sur les moyens. La fin justifie les moyens, parce que lui, il pense que cet inspecteur, que les lois sont pas là pour protéger les honnêtes gens, mais sont là pour être contournées et servent de paravent ou de cache-sexe ou de bouclier, comme vous voudrez, pour la pègre et les gangsters et tous ceux qui font des mauvais coups. Et que donc, à un moment donné, il faut être un peu plus efficace et expéditif euh, dans le choix des moyens, parce que la fin justifie les moyens. C'est une problématique qu'on retrouve dans différents genres cinématographiques aux États-Unis. Et le film le plus magnifique, le plus formidable, c'est évidemment La soif du mal de Orson Welles, avec Orson Welles, qui est un inspecteur, un commissaire, qui tout de suite flaire le coupable et n'hésite pas à fabriquer des preuves pour trouver les moyens d'arrêter les véritables coupables. Il a un flair et une intuition extraordinaire, mais sur les moyens, il est un tout petit peu approximatif et pour le moins olé olé, comme le sera le personnage de l'inspecteur Harry. Alors, ce qu'il y a dans ce western, qui est un film d'action, il y a un certain nombre il y a une musique qui est formidable, qui d'ailleurs sera utilisée ensuite comme dans tous les documentaires sur le genre du western pour illustrer que là, c'est le western qui a été rédigé composé plutôt par un homme qui s'appelle Dominic Frontière, mais sans le E après le R, Frontière. Et il y a évidemment des scènes extraordinaires où le juge, par un signe de tête au bourreau, eh bien, fait signe ou donne le signal de la pendaison avec une potence où on peut réunir jusqu'à 10 JB et précipiter dans le vide qui va briser la nuque aux suppliciés qui sont condamnés à mort. C'est un film qui, au fond, est une réflexion, je disais, parce que ce film part d'une situation où ce qui réglemente le comportement des personnages et des personnes, donc, c'est la loi du plus fort. Et on essaye de tendre vers une espèce de révolution copernicienne, mais plutôt formelle et pas très en profondeur, qui est de la loi du plus fort, de la loi du talion, du lynchage, de œil pour œil, dent pour dent, eh bien, essaye de glisser, de se propulser au niveau d'une époque où force est à la loi. Mais au passage, eh bien, la peine de mort, elle, n'est absolument pas critiquée. On passe tout simplement de la forme du lynchage, dans la mise à mort, des gens qui vous dérangent, de façon justifiée ou pas justifiée, parce que dans le lynchage, il y a beaucoup d'arbitraire subjectif émotionnel, évidemment, à une forme d'élimination qui a les apparences de la sérénité administrative et légale. C'est évidemment pour les partisans de l'abolition de la peine de mort, comme je le suis moi-même, partisan, eh bien c'est pas très satisfaisant, mais ça montre en tout cas que c'est une société qui est née dans la violence et qui est obligée de s'habituer à donner des formes moins sauvages, si vous voulez, dans le maintien du recours à la violence. Et ce film est évidemment d'une grande actualité, surtout quand on voit ce qui s'est passé avec un président irresponsable, criminel, qui plus est, au Capitole aux alentours du 6 janvier de l'an de grâce 2021, en incitant justement, comme à l'époque du lynchage, une mob, comme on dit en américain, une foule sans principe ni rien,
surtout travaillé par l'extrême droite, bien sûr, à faire une émeute, soi-disant pour défendre le bon droit, ce qui est évidemment tout aussi fantaisiste qu'un chauve qui prétend qu'il a des cheveux, même si on ne voit pas ses cheveux. Donc c'est extravagant et malheureusement dès qu'il y a mort d'homme, eh bien c'est criminel. Et c'est une chose que des scénaristes n'auraient pas osé imaginer, mais la réalité dépasse la fiction de ce point de vue-là. Alors, ce film est une réflexion en même temps, un film d'action. Je reviens maintenant à nos moutons sans perdre nos chèvres ou notre bétail, puisque c'est un film de cow-boy. Eh bien, Pendeler haut et court est un film qui est un film d'action, mais en même temps une réflexion sur comment faire pour canaliser la violence, qui est, comment dire, un élément constitutif du mode de comportement, du mode comportemental des gens les uns avec les autres. C'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a plusieurs scènes climax, comme on dit, c'est-à-dire des grands moments de cinéma dans ce film, et notamment une exécution publique avec des chants religieux, qui est à la fois d'une intensité, d'une sobriété et d'une abondance dramaturgique et esthétique absolument extraordinaire dans ce film qu'il faut absolument voir. Alors en même temps, Pendeler haut et court, c'est quelque chose qui justifie, vous savez, cette fameuse expression française qui dit que celui qui veut noyer son chat déclare qu'il a la rage, et donc ça justifie toutes les violences qui sont faites. Eh bien, ce sera une leçon, justement, et une invitation à prendre ses distances par rapport à des mœurs sauvages, que ce soit en 2021, ou que ce soit plus tard, ou que ce soit toujours, car force doit rester à la loi, certes, mais pas à travers l'arbitraire et la loi du plus fort. Un film à voir avec un plaisir, ou à revoir avec un plaisir toujours renouvelé. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, merci, au revoir.